Oui, Ouais, je pense que les gens vont arriver peu à peu. Voilà. on peut peut-être démarrer comme ça. Parfait. Eh bien, Patrice, à toi l'honneur. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire de l'IDAF. J'espère que bientôt on sera en présentiel et qu'on recréera de la communauté de travail et du lien social, j'espère de tout cœur. C'est un webinaire inédit en partenariat avec nos amis du CERFI et Force for Good. Vous êtes plus de 200 inscrits à ce webinaire. Je me présente, Patrice Ronette, je suis président de l'IDAF et je dirige l'IDAF grâce à une merveilleuse déléguée générale, Oriane Desgeorges, que vous allez voir bientôt, qui nous a rejoint il y a 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, et qui est déléguée générale de notre association. Alors l'IDAF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communauté, hein, c'est à la fois une association qui rejoint à la fois des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux, directeur financier, directeur de communication. C'est une communauté influente. Je crois qu'on est un peu plus de 160, on est de 170. Il y a de nombreux événements. On a des cercles de pairs, DAF, DRH, direction générale, gouvernance. Et vous voyez un peu ce que nous défendons, à la fois l'engagement, l'excellence, le leadership. Je crois que vous pouvez regarder sur les slides un peu la présentation. Voilà. Ensuite, l'IDAF, on soutient, alors je ne vous déroule pas toutes les informations, mais l'IDAF est en soutien pendant le confinement. Voilà. Et pendant le confinement, on s'est beaucoup battu. Voilà. On a fait beaucoup de webinaires, on a eu un lien quotidien avec tous nos membres, nos interlocuteurs, etc. Et on est heureux de cette initiative avec le CERFI, et voilà, c'est d'évaluer la nature et l'ampleur des mesures mises en place dans nos organisations pendant cette période particulière, et d'avoir fourni un échantillon de secteurs, d'associations et de fondations. Merci Antoine, que tout le monde connaît, merci Antoine Vaccaro, le CERFI, Corinne de Force for Good et Isabelle du CERFI. Donc l'équipe de l'IDAF, j'espère que les échanges seront riches. Merci à chaque intervenant. Je laisse la parole à Antoine Vaccaro, que vous connaissez bien. À toi, Antoine. Merci Patrice. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour cette présentation. Alors, rapidement, moi je représente effectivement aujourd'hui à la fois Force for Good, qui est une agence qui était précédemment l'agence Faircom, qui est une agence conseil en communication et collecte de fonds depuis maintenant une petite quinzaine d'années. On se posait la question comment se sont réinventées les associations et fondations pendant cette période. Force for Good, pendant cette période, a essayé de proposer une nouvelle façon d'agir et d'être aux côtés des associations et fondations. Nous avons effectivement, comme indiqué sur la slide ici, mis en place une plateforme gratuite de conseil en collecte pour les associations et fondations qui en avaient besoin pendant ce confinement. On a effectivement créé un hub informatif dès la première semaine avec un podcast régulier et des webinaires gratuits. Et en fait, on a monté un certain nombre d'opérations de collecte de fonds en ligne parce qu'un certain nombre de canaux étaient un peu bloqués ou stoppés. Et on a le plaisir, parce que nous y avons travaillé et réfléchi pendant cette période, de vous proposer à la rentrée une semaine, la Good Week, du 28 septembre au 5 octobre, pour faire en quelque sorte un peu à la fois une révision de toutes les procédures et nouvelles formes de collecte de fonds, et peut-être essayer de se projeter dans le futur avec de nouvelles approches. Du côté du CERFI, on va être encore plus court, c'est le premier institut chronologiquement, je ne sais pas si on est le premier institut tout court de recherche sur les questions de philanthropie en France. En tout cas, chronologiquement, le CERFI a été créé en 2004. 3 missions, en fait, on travaille sur une veille permanente sur toutes les formes d'échanges gracieux en société, toutes les formes de générosité. On travaille et donc on produit des études collectives et qu'on met en ligne fréquemment. On accompagne aussi des clients de manière individuelle qui posent des questions sur le comportement, les attentes, les volontés des donateurs et des testateurs notamment. Et enfin, on essaie d'étudier aussi de nouvelles formes d'études pour accompagner le secteur. Et l'exemple du travail qu'on a fait avec l'IDAF, que je remercie aujourd'hui, est un exemple de ces approches un peu différentes de ce que nous faisons d'habitude dans le secteur de la philanthropie.
Merci Antoine, ça me permet de faire le lien justement et avant de présenter nos témoins, de saluer le travail d'Isabelle Kyong et Jean-François Tchernia du CERFI qui sont parmi nous et qui pourront contribuer aux réponses aux questions qui pourraient venir de la part des participants et bien sûr Corinne Joséphides de Force for Good qui est également parmi nous et qui m'aidera à modérer les échanges. Alors maintenant, pour présenter brièvement nos trois témoins associatifs, nos trois dirigeants qui ont voulu se prêter au jeu et donner leur éclairage sur les résultats de cette enquête conjointe. Alors déjà, Anouchka Finker, vous êtes directrice générale de la chaîne de l'Espoir. Donc la chaîne de l'Espoir, pour rappel, c'est une ONG de solidarité internationale qui a été créée par le professeur Alain Deloche en 1994 et qui est actuellement présidé par le docteur Éric Chesson et qui vient en aide aux enfants démunis. Donc, vous êtes présent dans 30 pays pour donner accès aux soins et à la santé scolaire. Donc, vous soignez les enfants dans les pays directement, vous construisez des hôpitaux, vous proposez des aides humanitaires d'urgence ou encore des programmes de prévention. Et vous êtes vraiment en pointe sur tout ce qui est opération et intervention chirurgicale. Et vous agissez également en France. Donc, même si cette action est un peu moins connue, c'est un sujet sur lequel vous allez revenir justement au long de nos échanges. Ensuite, nous avons également parmi nous Laurent Kessial, qui est directeur donc, de la Fondation Foch. Donc fondation reconnue d'utilité publique depuis 1929 et qui vient en soutien de l'hôpital Foch, donc qui est l'un des plus importants hôpitaux privés d'intérêt collectif en France. Donc vous étiez, l'hôpital était en première ligne dans le plan de lutte contre le Covid. Donc la Fondation Foch a immédiatement lancé une levée de fonds assez exceptionnelle dédiée précisément à la gestion de cette crise. Et votre mode de fonctionnement a complètement changé pendant cette période et vous allez justement revenir sur ce sujet avec nous. Et enfin, je présente également Antoine Dubreuil qui est parmi nous, Antoine, donc le directeur financier de France Active, qui est un réseau accompagnant et finançant les entreprises de l'ESS depuis plus de 30 ans, donc un vrai pionnier de la finance solidaire. Vous avez accompagné les dernières plus de 7700 entreprises et vous apportez des conseils aux entrepreneurs de l'ESS, des outils financiers et tout un écosystème pour constituer rapidement un réseau efficace autour du projet. Donc, c'est vraiment ce regard sur tout cet écosystème de l'ESS qui nous a semblé particulièrement pertinent dans les échanges. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Antoine après ces présentations pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Oriane. Donc, rapidement, en fait, le contexte et les objectifs de l'enquête. Évidemment, comme tout le monde, lorsqu'on nous a annoncé le vendredi, je crois, 11 mars, je ne sais plus quelle est la date exacte, que le lundi suivant, nous serions tous confinés, on s'est très vite tous interrogés sur quel serait l'impact de ce gel en fait, global de notre économie, de notre société, pour les causes, les associations d'intérêt général, les fondations qui ont à agir et à s'occuper en fait, de populations souvent fragiles, en difficulté, ou travailler sur des programmes d'intérêt général et d'intérêt public. Donc, on a immédiatement eu ce réflexe de se dire avec l'IDAF, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de prendre en fait, la température de ce que les organisations ont décidé de faire pour essayer d'affronter en fait, cette période. Et évidemment, c'est une prise d'information qui me paraissait intéressante à ensuite restituer à un public. Et je remercie à tous ceux qui sont présents ce matin de venir écouter cette présentation. Donc, l'idée, c'était effectivement de contacter alors, pour être très précis, cette étude n'est pas une étude représentative et exhaustive de la diversité du 1 300 000 associations et fondations qui existent en France. L'idée était de prendre en fait une prise d'information, de recueillir en fait un certain nombre de réactions des membres de l'IDAF, d'un certain nombre d'associations et fondations repérées par le CERFI,
Et nous avons en fait adressé ce questionnaire à près de 800, je crois, 800 cibles qui sont plutôt pour nous des décideurs du monde associatif et des fondations, à savoir donc on a touché des dirigeants, des présidents, des directeurs généraux, des secrétaires généraux, des directeurs administratifs ou financiers, des trésoriers administrateurs. Donc on voit bien qu'on est dans un niveau de structure d'une certaine taille, on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans la répartition des répondants, et on a voulu couvrir effectivement tout le champ du monde des fondations et associations, celles qui sont reconnues d'utilité publique, d'intérêt général, simplement déclarées, de façon à avoir un périmètre assez large. Alors, très vite, quand on fait le point de qui a répondu, non répondu que ceux qui ont voulu répondre, on verra que les réponses, effectivement, sont une certaine, on va dire, caractéristique de volonté de ces dirigeants de dire quelque chose. Ceux qui n'ont pas répondu, soit ne voulaient pas répondre, soit n'ont pas vu l'appel par la demande, soit ne se considéraient pas concernés par la question. Enfin, néanmoins, parmi ceux qui ont répondu, environ un peu plus de 10% des questionnaires délivrés nous ont donné en fait une sorte de panorama de qui a répondu. Et en fait, on a très vite remarqué qu'une grosse partie des répondants étaient des structures qui agissaient en France, soit sur l'activité simplement de solidarité, l'activité sanitaire et sociale, en recherche médicale aussi, donc en recherche scientifique et médicale, et dans une moindre proportion des structures un peu plus éloignées, enfin éloignées en tout cas dans ce périmètre, éducation, protection de l'environnement, et puis on a un gros paquet autre qui, à mon avis, regroupe probablement du culturel, sportif, patrimonial, etc. Donc on a quand même une dominante, on va dire, sanitaire et sociale, et on va dire humanitaire pour la partie solidarité internationale. Près d'une organisation, pardon, tu peux revenir en arrière. Ces organisations sont en général présentes en fait auprès de bénéficiaires, plutôt alors c'est toutes sortes de bénéficiaires, avec ensuite des distinctions un tout petit peu plus ciblées sur enfance, personnes handicapées. On a disons, la généralité, c'est tout public, et puis après, on a des gens très spécialisés en fonction de leur secteur d'intervention. Bon, sur 80, 90, 82 questionnaires, on ne peut pas considérer que c'est une représentation totalement pertinente sur l'ensemble du secteur, mais pour les répondants, les 800 qui ont été interrogés, on a une représentation qui est intéressante du point de vue du découpage de ces bénéficiaires. Alors là, on voit très vite que, vu les actifs qui sont présentés et les ressources et les fonds propres qui sont représentés, on a globalement, c'est une moyenne, donc j'ai un pied dans l'eau froide, j'ai un pied dans l'eau bouillante, je dis que c'est tiède, ce n'est pas tout à fait la réalité. On a effectivement de très grosses structures et dans une moyenne qui nous amène à des niveaux de fonds propres et d'actifs qui montrent qu'on a eu des réponses plutôt une dominante de grandes organisations ou de très grandes organisations. On a aussi des petites structures, mais par rapport au poids des grosses entités, on a en fait une représentation de très grandes entités. Alors ça, c'est important parce qu'on sait très bien qu'une très, très grande majorité d'associations en France ont des budgets qui ne dépassent pas 50 000 euros. Donc on voit bien qu'on est là face à des structures très professionnelles, très puissantes. En tout cas, une grosse partie des répondants sont assez puissants, ce qui est intéressant aussi de voir comment ces entités ont répondu à cette crise. Alors, Jean-François, comme Isabelle, qui avait mis les mains dans le cambouis beaucoup plus que moi, si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez corriger ou compléter ou faire des remarques, n'attendez pas que je vous donne la parole pour le faire. Je pense que ça permettra d'ajouter de la pertinence à la présentation. Non, je crois que tu as dit le point important, c'est-à-dire que les associations qu'on a interrogées sont des associations, des fondations et associations importantes et avec donc pas mal de personnes qui sont actives à l'intérieur et donc une professionnalisation assez poussée. Hein. C'est un point tout à fait majeur. Si on regarde la partie produit, on voit que 2/3 de leurs finances viennent de dons et de subventions. Pour le tiers restant, c'est probablement des prestations de services ou des ventes de services ou peut-être même de biens que peuvent réaliser ces entités. Donc on voit bien qu'on est quand même dans une catégorie assez forte. Côté charge, c'est finalement la plus grosse partie va à l'aide aux bénéficiaires
ou à l'affectation sur des projets de l'objet social et le terrain, et une partie en fait couvre les charges d'exploitation et les frais de personnel. Ça, bon, c'est assez classique dans le secteur, peut-être avec des ratios plus ou moins importants en fonction de chacune des structures. Comme on l'a dit toujours, on vient de le dire et comme l'a rajouté Jean-François, compte tenu la moyenne du nombre de salariés par organisation et le nombre de bénévoles, on voit qu'on est quand même devant des entités d'une certaine taille. La médiane est quand même un nombre de salariés ou moins de 20 salariés, ce qui prouve encore une fois qu'on a un nombre important on a quelques grosses structures qui ont un très grand nombre de salariés et un certain nombre de structures qui ont un nombre de salariés extrêmement faible. Mais quand on sait que simplement sur 1 300 000 associations, seuls 170 000 ont au moins un salarié, on voit bien que là, on est dans une représentation de grosses entités. Alors, maintenant, on rentre dans le dur de la réponse à la crise. Là, c'est vraiment l'objet du questionnaire. Et on voit bien que on a premièrement posé la question comment chacun a ressenti l'impact de cette crise. Et assez naturellement, on a dans deux cas sur 3, on voit que l'activité a été mise en sommeil ou en suspendu, ou en tout cas gérée de façon repliée. Pour un tiers qui ont par contre augmenté leur activité, c'est probablement les structures qui étaient très, très, très impliquées sur le terrain, avec une présence nécessaire et indispensable sur les terrains sur lesquels ils se positionnaient. Bon, tout à l'heure, je pense que Laurent nous dira ce qu'a fait la Fondation Foch, mais on voit bien qu'on a peut-être même une représentation assez proche de ce qui s'est passé dans le pays. Peut-être que 2 tiers du pays a été mis un peu en stand-by ou en frein d'activité, et 1 tiers du pays a dû mener une activité très, 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 très active, très forte. Je ne sais pas si c'est ça la proportion au niveau macroéconomique, mais ce n'est pas très étonnant d'avoir ce type de visage. Enfin, Jean-François, je ne sais pas si tu as des éléments plus larges par rapport à cette… Non, je vais dans le même sens que toi. Hein, en effet, ce chiffre de 27% est assez élevé, quoi. Ça veut dire que le secteur a réagi et a apporté de l'aide à toute une population qui était en difficulté, quoi. Alors justement, est-ce que les représentants du secteur pourraient commenter l'impact de la crise sur l'activité de votre organisation? Peut-être que c'est la parole. Pour la Fondation et l'hôpital Foch, évidemment, ça a été une augmentation d'activité importante, puisque notre hôpital, l'hôpital Foch, qui est un hôpital privé, je le rappelle, est devenu finalement un hôpital Covid durant cette période. Toutes les activités ont été consacrées au Covid. Et évidemment, la Fondation, qui a pour mission de financer et d'aider cet hôpital, a eu un surcroît d'activités qui correspond certainement au pourcentage que vous avez là, entre 27 et 30% d'activités supplémentaires. Voilà. Oui, du côté de la chaîne de l'espoir, dans le domaine de la solidarité internationale, ça a été très compliqué puisque nos programmes sont à l'international avec beaucoup de missions, avec des chirurgiens, médecins bénévoles notamment. Donc, effectivement, une suspension de beaucoup d'activités. Dans les hôpitaux où nous avions des activités avec du personnel local formé, beaucoup d'hôpitaux ont été transformés en centres Covid, ce qui interdisait toute activité chirurgicale. Ou alors même les populations avaient peur de venir pour ne pas être infectées. Donc, effectivement, ça nous a impacté au niveau des programmes. Après, l'impact aussi financier au niveau des dons, tout ce qui est campagne grand donateur avec des dîners de gala, etc., a dû être arrêté. Les dons pour des projets sur l'Afrique, etc., il n'y a pas du tout il n'y a plus de sensibilité des Français pour donner à l'international. Les dons étaient beaucoup plus centrés sur la France. On reviendra sur ce sujet en particulier. Non, pas de problème. C'était sur l'impact général de vos activités, si c'était plutôt un surcroît d'activité ou… Non, en tout cas, nous, non. Mais je connais des ONG dans le domaine de la solidarité internationale qui ont eu justement un surcroît d'activité puisqu'ils étaient sur place avec des possibilités de réponse à la crise sanitaire également. Donc, ça dépend. Antoine ? Et ouais, du côté France Active, on était plutôt sur l'augmentation de l'activité
avec l'accompagnement des entreprises qu'on avait financées ou qui avaient besoin de financement complémentaire et avec la mobilisation aussi de financement par les pouvoirs publics qu'on a mis à disposition des entreprises. Donc oui, il y a eu beaucoup d'activités en plus. Il a fallu revoir les relations aussi avec les banques pour les entrepreneurs. Donc ça a été un pic d'activité et qui ne va pas s'arrêter, hélas. Alors, question suivante, comment a-t-elle réagi en fait quand on arrive dans une situation de blocage de l'activité d'un pays comme on l'a connu? L'immédiateté de la réaction, c'est comment je vais tenir en fonction de la trésorerie. Donc là, c'est vraiment, je dirais presque la question qui leur questionne. C'est est-ce qu'on s'est vraiment mobilisé sur cette question? Et là, en fait, on a en majorité, et je pense que ceux qui ont dit non, c'est parce qu'ils ont des situations de fonds propres et de trésorerie tellement comment dire, fortes qu'ils peuvent se permettre de ne pas trop agir et de trop réagir. En tout cas, la très grande majorité a dû effectivement immédiatement comment dire, interroger ou intervenir sur la question de la préservation de la trésorerie pour tenir, sachant qu'on ne sait pas combien de temps cette affaire allait perdurer. Et ça, c'est un vrai sujet. Je voudrais juste dire un mot là-dessus parce que je pense que les autres slides que l'on va voir par la suite vont montrer quand même que ce secteur s'est formidablement professionnalisé. En tout cas, les entités qui ont répondu à ce questionnaire montrent une vraie professionnalisation. Depuis une petite vingtaine d'années, c'est quelque chose qui marque en fait le développement du secteur. Il se trouve que moi, j'étais aux manettes un certain nombre de... Enfin, manettes, je travaillais dans le secteur déjà au début de ce 21e siècle, tout à fait au début des années 2000, 2001, 2002. Et sur les 20 organisations, et je parle d'ONG, je ne donnerai pas de nom bien sûr, sur les 20 organisations qui trustent en fait le financement privé des causes, le financement privé des donateurs particuliers et entreprises, 3 d'entre elles ont failli déposer le bilan pour une mauvaise capacité d'appréhension de tout ce qui était en fait ces phénomènes de circulation financière avec des amplitudes tout à fait considérables. Je vous donne simplement un exemple. 99 crises du Kosovo, pas mal d'organisations remplissent les caisses et reçoivent des dons de façon très importante avec des excédents de trésorerie et de gestion fantastiques. 2001, les choses se contractent, moins de flux. On va faire le constat de déficit qui donne des amplitudes quasiment de 60 à 80 millions de francs ou d'euros. Ça dépend à quel moment on faut se positionner au niveau du passage à l'euro. Simplement parce qu'il n'y avait pas ces outils, ces tableaux de bord que tous maintenant, j'imagine, dans le secteur ont mis en place grâce à la professionnalisation des équipes. Et ça, je pense que c'est un des éléments importants et je pense que l'IDAF a dû probablement participer à ce travail de professionnalisation des dirigeants d'associations et de fondations. Vous pouvez y avoir des réactions là-dessus, mais je ne peux pas vous donner les noms, bien entendu. C'était une parmi les 20 structures qui étaient les plus importantes du secteur. Je rappelle que lorsque le confinement est arrivé, ça a été un peu le mot d'ordre général dans toute l'économie, c'est comment on va tenir, quoi. Comment on va tenir, comment on va pouvoir continuer à financer. Voilà. Et le gouvernement, bien sûr, a pris un certain nombre de décisions de ce côté-là. Alors, les plans d'urgence. Donc, effectivement, face à cette situation, les organisations ont réagi. Et là, c'est intéressant de voir que finalement, encore une fois, une majorité a dû réagir immédiatement ou mettre en place un plan de sauvegarde, mais qu'une grosse moitié n'a pas eu de souci. On voit bien qu'on n'est pas dans la restauration et l'hôtellerie ou le tourisme, on est quand même dans un secteur assez résilient. On a eu un autre webinaire il y a quelques jours sur la question y a-t-il eu une bulle de générosité suite à cet événement? Et on voit bien que finalement le secteur qui vit, on va dire principalement de fonds publics et de fonds de collecte de fonds privés, particuliers entreprises, a finalement bien résisté, voire même a pu voir sa collecte augmenter, ce qui est tout de même dans un contexte de baisse du PIB sur mars-avril de près de 30%, de voir qu'on a encore des progressions dans notre secteur, enfin dans le secteur associatif et les fondations, c'est quand même une information qui n'est pas anodine.
Mais j'imagine, Nanouchka, que vous avez dû vous faire un travail de, quand vous êtes plutôt tourné sur la partie internationale, faire un travail de réinterrogation même de votre activité, de votre positionnement. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez agi très rapidement pour vous repositionner. Là, je te laisse peut-être présenter votre propre action. Oui, tout à fait, parce que effectivement, l'essence même de notre activité est liée à des allers-retours à l'international, justement, des missions, des échanges. Et donc là, on a été complètement paralysés. On a évidemment des équipes locales. On a donc une cinquantaine de salariés au siège et à peu près 70 sur le terrain, dont un certain nombre de salariés locaux. On a rapatrié tous nos expats quand ils ont pu avoir un avion. Et puis, effectivement, nos activités ont été impactées, pas seulement parce qu'on ne pouvait plus faire de mission, mais même dans les hôpitaux qui fonctionnaient déjà suffisamment bien pour continuer. Toute l'activité chirurgicale s'est arrêtée, ce qu'on appelle la chirurgie froide, puisque c'est tout ce qui est programmé. Donc, tout a été laissé pour le Covid. Donc, des hôpitaux entiers ont été immobilisés dans toutes leurs activités pour accueillir des patients Covid ou potentiellement Covid, puisqu'en Afrique, finalement, ça passe. Il n'y a pas eu tant d'impact que ça en Afrique, mais malgré tout, les hôpitaux étaient sur le qui-vive. Donc, plus d'activité sur place. Donc, on a dû complètement repenser nos programmes. On a développé effectivement donc, un programme en France en partenariat avec une autre ONG, Première Urgence, pour aider justement toutes les populations marginalisées qui vivent en banlieue, en Île-de-France, avec un bus mobile avec une pédiatre, infirmière, etc., pour faire du dépistage, de la prévention. On a distribué toutes nos réserves de masques, de respirateurs et de matériel biomédical en France à des EHPAD, à des hôpitaux, alors que c'était du matériel prévu pour l'Afrique initialement. Donc en réalité, on a dépanné des hôpitaux français. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'interrompt. Je suis... Pardon, excusez-moi. Les gens rentrent chez moi comme si... Pardon, désolé. Oui, donc on a dépanné des EHPAD, des hôpitaux, même d'autres ONG qui intervenaient sur le terrain en France en distribuant tous nos stocks. Et donc après, nous avons également utilisé toute la partie technologie. On fait des échographies à distance, à la fois des échographies cardiaques et gynécologiques là, qui se sont activées. On a mis en place des webinaires qui sont pour différents pays d'Afrique. Et ce qui était vraiment sympa, c'est qu'ils ont pu communiquer entre eux lors de ces webinaires. Donc, c'était des appuis pour mieux traiter les patients Covid, pour la restructuration des hôpitaux pour s'adapter au Covid, pour la protection du personnel médical et des webinaires qui ont après été diffusés sur YouTube. Et également, on a eu un certain nombre de projets qui tous liés à la digitalisation de l'association. Donc, ça nous a fait quand même sauter un pas là-dessus. Même beaucoup de nos bénévoles assez âgés sont devenus très bons en Zoom et justement en webinaire. Et je pense que il y a des choses qui ont évolué. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi, Antoine, par exemple? Antoine Dubreuil, précis. Oui. Oui, pardon. Tant que j'active mon micro, oui, après, nous, on était plutôt dans la partie plan d'action urgence. Effectivement, c'était sur que ce soit la réorganisation du travail, parce qu'il a fallu faire du télétravail, mais aussi continuer à avoir un appui auprès des entrepreneurs et mobiliser les régions, l'État pour canaliser un peu toutes les aides qui auraient pu être faites. On a participé au plan de soutien aux structures de l'insertion et des entreprises adaptées. On a aussi, pour le compte de l'État, aussi mis en place un système de distribution, je n'aime pas trop ce terme, de primes et d'aides pour les structures, les associations de petites associations avec 3-4 salariés. Et donc, tout ça dans une notion d'urgence. Et c'est vraiment la combinaison de... Il fallait à la fois se réorganiser, nous, et continuer à apporter une aide aux associations et aux entreprises qu'on avait vraiment besoin.
Donc, le surcroît d'activité, il s'est traduit aussi justement dans plus de liens avec les pouvoirs publics, des réunions hebdomadaires peut-être avec… Ah oui, oui. En fait, on avait déjà beaucoup de relations avec les régions, l'État et différents ministères. Et là, ça a été euh, accru pour aussi proposer, ne pas réinventer des dispositifs, c'est aussi comment on peut aussi canaliser et aller plus vite. Et c'est avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les entreprises privées. On a eu beaucoup de mobilisation d'entreprises privées pour notamment, on va mettre en place, je fais un peu de pub, de prêts à taux zéro pour les structures d'économie sociale et solidaire, avec des sortes de prêts qui sont vraiment remboursables pour des enveloppes de 30 millions. Et c'est vraiment les acteurs privés et publics qui ont été mobilisés conjointement. Et d'une manière assez spontanée. Après, il a fallu poser le cadre, mais voilà. Justement, ça m'amène aussi au sujet de comment un peu articuler tous ces différents acteurs, parce qu'au final, les dispositifs, c'est ce qui ressortait des cercles qu'on a pu faire au sein de l'IDAF avec les cercles, on faisait des cercles d'échange entre DRH ou DAF, où on entendait qu'il était parfois un peu difficile de s'y retrouver dans toutes les aides qu'il y avait à disposition. Et j'imagine que France Active a eu un rôle justement particulier à jouer pour y voir plus clair. D'y voir plus clair, surtout d'apporter un conseil, c'est qu'il y a eu beaucoup de réponses immédiates, c'est sur de l'endettement, du prêt et des choses comme ça, et arriver avec un parti conseil pour éviter de s'engouffrer dans cette partie prêt qui ne fait que reporter le problème, parce que les prêts vont être à rembourser en 2021 et suivant, mais ça on y reviendra sur une autre partie, mais c'est cette partie-là où la notion de conseil est d'orienter vers les bons interlocuteurs et les bons dispositifs. Ça a été important vis-à-vis des entrepreneurs, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics et des entreprises privées qui voulaient aider. C'est ça, quand je dis réutiliser les dispositifs existants, c'est pas recréer le énième pré-relance ou pré-solidaire ou je sais pas quoi, c'est aussi alimenter les dispositifs qui fonctionnent. Et c'est là où on a pu, du domaine et du périmètre de France Active, canaliser un peu tout ça pour éviter de se retrouver avec 150 000 produits d'urgence. Mais effectivement, ça nécessitait beaucoup de temps avec la Banque des Territoires, avec BPI, avec les différents ministères et les partenaires privés qui ont parfois des orientations et des finalités complètement différentes. Des fois, ça peut être juste de l'image. Voilà. Est-ce que Laurent, vous voulez commenter sur le plan d'action d'urgence que vous avez pu mettre en place ? Nous, si vous voulez, sur la fondation, notre point d'urgence, c'était de collecter pour l'hôpital. Il n'y a pas eu de demande particulière d'aide. En revanche, l'hôpital, vous en doutez bien, ce sont eux, effectivement, ont fait des demandes d'aide de l'État. Ça a été moins le cas pour la fondation. D'accord. Hop. Bon, pas le cas. Donc, assez logiquement, à la question de comment se fait mon futur en fonction de toute cette situation tellement particulière, complexe, etc., l'ensemble des entités ont dû reprogrammer, en tout cas, retravailler leur prévisionnel pour les prochains mois et peut-être années. Donc là, en fait, on a de façon logique, en fait, au-delà des capacités et des fonds propres et des actifs dont on dispose, assez logiquement, un responsable d'association ou de fondation doit essayer de réinterroger le futur pour voir comment projeter son organisation sans la visibilité que l'on avait peut-être avant cette grave crise. Donc là, je pense que c'est assez logique. Et quand je parlais tout à l'heure de professionnalisation, évidemment qu'aujourd'hui, il y a une gouvernance associative extrêmement charpentée pour être capable de retravailler ces simulations. Donc en fait, il n'y a rien de particulier à rajouter à cette slide que je travaille et je réinterroge mon plan de développement sur les prochaines années. Sur la question de la stratégie des organisations, je ne dis pas. Alors, on n'a pas approfondi la question
dans le détail, de savoir est-ce que je modifie mon objet social, est-ce que je modifie les publics que je vais soutenir, est-ce que je... Bon, évidemment qu'il y aura sans doute dans les mois qui viennent d'autres grandes interrogations sur la stratégie globale de ces organisations. Il y a deux grands volets en fait, c'est quelles sont mes ressources, donc quelle stratégie je vais adopter pour éventuellement renforcer mon système de collecte de fonds ou de rentrée de fonds ou d'hybridation des financements que j'obtiens. Et l'autre sujet, c'est comment je vais employer ces fonds de façon la plus stratégique possible, à la fois en investissement comme en exploitation courante pour assurer la viabilité de ma structure et de mon projet, toujours avec comme préoccupation le service que je rends en fait à la population, qui est un service d'intérêt général ou d'intérêt public. Donc là, on est un acteur économique un peu particulier, dont d'ailleurs on va attendre beaucoup et on l'entend de plus en plus dans l'opinion. Il y a effectivement l'État, ses satellites, collectivités locales, territoriales, etc., sécurité sociale et autres structures de ce type, et la société civile, que l'on attend en fait encore plus fortement pour prendre en charge des pans entiers de l'intérêt général. Et il y a un sujet qui commence effectivement à se tendre, qui est la question de comment les structures qui ont des fortes capacités à la fois en actifs et en trésorerie peuvent aider celles qui sont plus en difficulté dans le secteur. Quand on parle aujourd'hui de culture, de sport, etc., on voit bien qu'il y a des pans entiers de la vie associative qui vont être dans des difficultés importantes que l'État va sans doute aider. Mais on attend aussi une mobilisation de la société civile pour apporter un soutien à ces structures. Alors justement, Antoine Dubreuil, peut-être que vous avez voilà, une vision un peu de tout ça. Pour la partie projet stratégique, nous, on était en train de... Notre projet stratégique s'arrête l'actuel s'arrête en 2020. Donc, on a initié en fin 2019 la révision du projet stratégique. On était plutôt sur qu'est-ce qui a bien marché, qui n'a pas marché, et puis axé sur reprendre un peu ce qui a été fait dans le précédent, et puis de pousser un peu plus. La crise, elle nous a amené à repenser le sujet de décloisonnement entre les problématiques sociales et politiques, et puis écologiques au sens pas forcément environnemental exclusivement, mais aussi en écologie sociale. Et c'est pour ça que nous, on était plutôt sur cette... On va mener notre réflexion sur cette partie-là, avec une répartition, comme le disait Antoine, sur une répartition plus équitable des richesses et surtout la réorganisation du travail et des modes de production, en fait. Avec notre financement, on va aussi plutôt... on lie notre financement à la partie conseil. La partie conseil, c'est repenser les modèles économiques, repenser les orientations et plutôt axer nos interventions sur là où on pense qu'il y a plus d'action sur les territoires. Et donc, en fait, cette crise nous a accentué cette démarche et remis ça au cœur. Et c'est aussi de travailler avec d'autres acteurs, à ne pas faire tout seul. On avait plutôt la tendance à faire, si je ne sais pas faire un truc, je ne le fais pas. Mais là, on va plutôt à dire un travail collaboratif, la coopération, et notamment en relation avec les structures comme Crésus ou 60 000 rebonds ou Second Souffle pour apporter la partie conseil aux entrepreneurs que l'on accompagne. Voilà. Et d'arriver avec un point d'entrée qui est financement ou avec la partie conseil, c'est-à-dire le lien entre tout ça. Voilà. Vous voulez vraiment dépasser cette notion de prêt, mais est-ce qu'il y a aussi un rôle qui pourrait être encouragé des fondations pour aider justement les associations? Est-ce que c'est quelque chose justement, on revient sur la notion de effectivement des outils ou des dispositifs existants. Il y a des associations ou des fondations qui ont les moyens d'intervenir et d'aider, et c'est créer des fonds de soutien. Ça peut être ce genre d'initiative. La Fondation de France en fait beaucoup. Il y a d'autres associations, fondations qui le font. Et c'est repenser aussi les modes de coopération et d'intervention. C'est-à-dire que comment, d'un côté, j'ai beaucoup de richesses et de ressources et comment je peux les mettre à profit. Et c'est justement ce travail de coopération qui permet de faire le lien. Et encore une fois, la réponse par l'endettement n'est pas forcément la réponse à tout. Il y a aussi des interventions à structurer les fonds propres associatifs ou à des apports en trésorerie.
c'est un mix de tout ça, en fait. Et surtout de la partie conseil. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants d'associations, de fondations qui sont un peu démunis sur leur structuration et le modèle économique qu'ils peuvent faire évoluer, quoi. Voilà. Merci. Antoine Vaccaro, si vous pouvez commenter. Là, une question qui, dans la réponse, dit tout, quoi. C'est-à-dire que, comme toutes les organisations, comme tous les acteurs économiques, il a fallu vraiment se dépêcher de s'organiser autrement pour pouvoir maintenir une activité, notamment sur l'aide aux populations, notamment elles-mêmes en fragilité, précarité ou en difficulté. Là, je pense que le secteur a plutôt cette partie cet univers des structures sanitaires et sociales dont je pense une grande partie des répondants font partie, ont eu une agilité, une capacité à s'adapter qui a été remarquable. Si on regarde simplement ce qu'a fait le corps des soignants, tout le système de santé français pour affronter ce tsunami, on ne peut que se féliciter quand même d'avoir eu des pouvoirs publics et une mobilisation de tout le système sanitaire et social pour faire en sorte que ça ne parte pas dans une déglingue totale. Et quand on compare avec d'autres pays, on peut porter beaucoup de critiques à ce qui s'est fait ou mal fait. En tout cas, du côté du monde associatif, je pense qu'il y a eu quand même une formidable capacité d'adaptation. Et on a finalement eu peu de ruptures, à part, comme je le répète tout à l'heure, sur certains secteurs culturels et qui travaillent beaucoup sur l'événement et sportif. Sur le secteur sanitaire et social, je pense que le système a été très, très résilient et très résistant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, même pour la puissance publique, de savoir qu'à côté de la fonction publique, il y a quand même une activité associative et fondation qui est très, très, très résistante et qui est capable d'affronter de pareils phénomènes. Ça m'amène simplement, je rebondis, une question qui est arrivée sur le lien avec les dispositifs d'État comme le plan de pauvreté, la politique de la ville. Est-ce qu'il y a une recherche de cohérence et de cohésion plus fortement suite à la crise ? La parole est plutôt à Antoine Dubreuil également, parce que vous avez peut-être plus la vision. Si vous avez quelques moyens de réponse. Alors, sur l'articulation des différents plans, pas forcément en détail. Si le plan de grande pauvreté et précarité, on y participe parce que la création d'entreprises que l'on accompagne pour les chômeurs de longue durée ou les personnes qui sont en grande précarité, c'est un de notre pans d'activité parce que on vient garantir le prêt bancaire, mais on fait toute la partie accompagnement. Après, sur les autres plans et l'articulation des autres, comme c'est des grosses machines et des grosses mécaniques avec une inertie un peu importante, je ne sais pas si là, dans les 2 mois à venir, cette coordination et cette logique de vision d'ensemble sera faite du côté des pouvoirs publics. C'est à souhaiter. Mais c'est à souhaiter, mais bon, à tous les niveaux. Hein. Il y a un rapport philanthropie récemment, on attend de la coordination sur un tas de politiques publiques. Donc, pour revenir à ce que disait Antoine Vaccaro, oui, les organisations les structures ont dû s'organiser. Enfin, toute cette résilience, elle se retrouve dans la capacité à réorganiser le travail. Et du coup, peut-être que Laurent Kessial, vous avez peut-être à la Fondation Foch une illustration de comment vous êtes remis réorganisé. Alors, j'ai beaucoup de chance, Oriane. D'abord, je travaille avec une équipe jeune qui a moins de 30 ans et qui nous a permis en fait de pouvoir être très agile et de pouvoir, je ne parle pas de moi, j'ai malheureusement plus de 30 ans, mais en tout cas travailler avec une jeune équipe qui a su mettre en place et décupler nos forces en termes de numérique et de digitalisation. Le télétravail s'est fait assez facilement parce que comme notre sujet était le sujet au cœur de nos pensées à tous, c'est-à-dire le Covid, il y a eu à la fois un investissement fort de travail, une envie de bien faire, une envie de se rendre utile. Et moi, je l'ai ressenti avec mon équipe, c'est-à-dire que
certes, ils travaillaient, ils se dépassaient, mais leur travail dépassait presque le stade de travail. C'est vraiment l'utilité pour le sujet sur lequel ils étaient et aider notre hôpital. Alors, le télétravail, il s'est fait de manière assez naturelle. Évidemment, après cette période-là, on a eu quelques demandes de télétravail à la suite de cette période que j'ai accepté, mais d'une manière assez précise. C'est-à-dire que le télétravail chez nous, c'est un télétravail qui est cadré. C'est-à-dire que d'abord, il n'est pas obligatoire, mais il est ponctuel. Et s'il y a du télétravail, il y a un délivrable derrière. Voilà. D'accord. On reviendra sur le télétravail parce qu'on a des pistes de discussion justement au sein de l'IDAF. Mais voilà, je laissais. En tout cas, on voit que vos équipes se sont vite réorganisées et que vous avez vous-même noté les efforts de collaborateurs en particulier. Parce que le sujet s'y prêtait aussi. Hein. Sûrement. Pas que, mais enfin, ça a aidé. Et moi, je voudrais simplement intervenir en disant que je travaille, bon, les équipes salariées, oui, sont relativement jeunes, enfin, il y a tout âge, mais on a beaucoup de bénévoles d'un certain âge, très réticents, justement, où nous, le télétravail n'était pas du tout vraiment à l'ordre du jour. Et effectivement, tout le monde s'y est mis. Et finalement, même les personnes de 70-80 ans, réticents, se sont mis au Zoom. Et finalement, ça change même notre vie actuelle. Donc, en fait, il y a eu une réorganisation très rapide et très efficace de tout le monde à la maison en travaillant sur Zoom et WhatsApp. Et ça s'est fait effectivement de manière vraiment rapide. D'accord. Et pour se rendre compte en termes de chiffres, vous avez un vivier de bénévoles qui représente… écoutez, on a 200 qui voyagent avec ça, mais au siège qui viennent en permanence, on a une trentaine. Et par exemple, j'ai fait une réunion du personnel en Zoom où je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. On a été 74 personnes. Et là-dessus, sachant qu'on n'a que 50 salariés au siège, il y avait, à mon avis, il devait y avoir au moins une trentaine de bénévoles qui étaient très demandeurs parce que quelque part, les bénévoles, eux, n'aiment pas le télétravail. Ils font du bénévolat souvent pour venir travailler justement dans un lieu pour ne pas être chez eux. Donc, c'était eux qui étaient les plus demandeurs. Et d'ailleurs, pour le retour au travail, même si je déborde un petit peu, on avait d'une manière générale les salariés qui n'avaient pas envie de revenir travailler alors que les bénévoles trépignaient pour revenir dans les locaux, bien qu'ils aient plus de 70 ans et qu'ils soient en âge critique. Donc, voilà. Après, si vous voulez aborder cette question du télétravail, donc, je perturbe un peu le rythme, mais Antoine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut commencer à en parler. Tout à fait, ouais. Oui, parce que en effet, ce sujet du télétravail, on l'a abordé à plusieurs reprises dans le cadre de cercles de DRH du secteur, puisque ça pose quand même certaines questions. Alors déjà, d'une part, vous en avez déjà parlé sur comment ça a été vécu par les équipes, parce que est-ce que tout le monde a été traité de la même manière, mis en télétravail de la même manière? Est-ce qu'il a fallu chez vous, les uns les autres, s'équiper parce que vous n'étiez pas encore bien rodés? Est-ce que ça a précipité une stratégie qui était déjà dans les esprits? Alors, peut-être avec les grèves de fin d'année, etc. Et puis ensuite, vraiment, pour demain, quelles orientations dans votre structure mettre en place sur le télétravail? Est-ce que ça va être quelque chose à vraiment encadrer ou qui va être facilement négociable? À quel stade vous en êtes en tant qu'employeur dans vos structures? En tout cas, en ce qui me concerne, effectivement, nous avons notre CSE qui réclame du télétravail. En fait, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, on va le cadrer, ce télétravail, c'est sûr. Lorsque tout le monde a été autorisé à revenir à la fin du confinement,
J'ai quand même demandé que chacun vienne au moins 3 jours par semaine en présentiel, ce qui a été accueilli avec un grand soulagement par les bénévoles, avec une certaine réticence pour pas mal de salariés. Ça n'a pas été, et donc là, effectivement, la demande est faite et je pense qu'en septembre, il va falloir qu'on négocie un accord de télétravail encadré qui, à mon avis, ne dépassera pas une journée par semaine. Voilà. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que je sais bien de quoi je parle parce que j'ai 3 enfants et faire du télétravail avec des enfants, je trouve ça extrêmement compliqué, voire impossible si vraiment ils sont jeunes, etc. Surtout en plus des enfants uniques, hein, quand il y en a 3, c'est presque plus facile. Et donc là, maintenant, on a des salariés qui réclament du télétravail pour garder leurs enfants. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. Le télétravail, c'est justement pour s'éviter du transport, pour être peut-être plus efficace dans certains sujets, etc. Mais pour moi, c'est… Donc, voilà, ça pose plein de questions. C'est très compliqué à gérer. Il faut… Alors, autant certains n'aiment pas le télétravail, ne veulent pas. D'autres pourraient y passer toute la semaine. Et donc, en tant qu'employeur, c'est pas facile de bien gérer ça. Je crois que cette question est un chantier en lui-même. Oui. Ça a inspiré de travailler là-dessus parce qu'on le constate dans toutes les structures. Dès lors qu'on peut travailler à distance, les gens commencent à se demander de la pertinence de se taper 1 heure et demie de trajet pour venir travailler. Nous, dans notre agence, on a cette question. Les gens on se posent la question, est-ce qu'il est nécessaire d'être tous les jours à l'agence pour travailler, quoi. Mais alors, vous voyez, je t'interromps Antoine, juste parce que simplement, nous, entre une entreprise du CAC 40, où effectivement, qui délocalise tout le monde, qui peut vendre ses locaux, nous, on est une association, nous sommes des associations avec un tissu associatif qui vit aussi du lien social. Et justement, ce mélange entre salariés et bénévoles, c'est ça aussi l'âme du tissu associatif. Donc, si on est en télétravail la majorité du temps, il y a quelque chose qui meurt. Voilà. Ça questionne même… Pardon. Non, c'est un vrai sujet et je pense que ça mérite un chantier qui va d'ailleurs durer quelques temps, à mon avis. Tant que… Oui, on va commencer au niveau de l'IDEF à faire un webinaire en début du mois de septembre sur l'état du droit du télétravail parce que, en l'occurrence, ça va certainement pas mal évoluer d'ici la rentrée avec des négociations, des accords collectifs, etc. Mais comme le disait Anouchka, on est dans un secteur où il y a quand même le lien humain qui est primordial et la présence physique qui est importante pour incarner les valeurs de son organisation aussi. Il y a un état d'esprit aussi dans le secteur non lucratif à garder aussi par le présentiel. On a une question justement dans le chat sur ces nouvelles façons de travailler. Donc là, on parle de Zoom, de télétravail, mais est-ce qu'il y a des nouvelles formes complètement différentes, d'autres formes qu'on pourrait imaginer, vous avez pu observer chez vous ou chez d'autres structures, chez des homologues? Soit c'est du présentiel, comme dirait l'autre, soit c'est c'est de la distance, donc il n'y a pas 36… Ouais. Moi, je ne comprends pas bien la question parce que pour moi, voilà, soit on est au bureau, soit on n'est pas au bureau. Et quand on n'est pas au bureau, ben oui, on peut utiliser Zoom, WhatsApp, Microsoft Teams. Enfin, il y a un paquet de possibilités. Oui, après, nous, on a évidemment fait de tout ce qui est en télémédecine, etc. Mais enfin, mine de rien, soit on le fait de chez soi, soit du bureau. Donc finalement… Et après c'est peut-être aussi la façon de travailler en présentiel. C'est-à-dire que soit les services sont hyper cloisonnés et ça bouge pas, soit c'est de l'open space, mais pas trop parce que faut quand même. C'est plutôt ça, en fait, les changements qui vont s'opérer avec l'articulation du présentiel du télétravail. Nous, on a réalisé une étude avec un sondage auprès des collaborateurs à la sortie du confinement, là. Et c'est bourré de paradoxes en fait dans les réponses. À la fois, il y a un meilleur équilibre vie perso, vie pro, mais ils se posent la question du droit à la déconnexion. Ensuite, ils veulent plus d'open space, mais pouvoir travailler dans des environnements calmes qui permettent de réfléchir. Et c'est ça en fait qu'il faut arriver à jongler. Effectivement, il n'y a pas que la partie
je suis présent au travail et où je suis en télétravail. Enfin, je suis présent physiquement dans les locaux où je suis en télétravail, et aussi la façon d'interagir et d'organiser les relations et les flux de travail en présentiel. Et, Il y a aussi, il y a aussi certainement également, on n'en parle pas peut-être suffisamment, mais la confiance que les dirigeants ont dans leurs équipes. Et elle est différente en fonction des personnes avec lesquelles on travaille. Oui. Il y a des personnes qui sont faites pour le télétravail, dont on sait qu'elles vont avoir un délivrable, et d'autres moins. Mais dans tous les cas, je pense que c'est aux dirigeants des associations et des fondations de prendre la décision. Il ne faut pas que la décision vienne du bas. C'est pas j'ai envie de faire du télétravail et j'impose le télétravail. C'est à nous de le décider. Ou alors ils se mettent en freelance et ils nous facturent leur boulot. Mais à partir du moment où on est dans une structure privée, où ils ont des salaires chaque mois, ils se doivent d'être présents. D'autant plus, je rejoins complètement Anushka sur son propos, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où le lien social est absolument important. On n'est pas KPMG, on n'est pas des boîtes d'audit. Je veux dire, c'est monde à l'envers que de penser que des salariés dans une association ne vont pas venir au siège, alors que les bénévoles y vont parce qu'ils ont la chance de pouvoir croiser des salariés. Donc, à un moment donné, il va falloir remettre un peu la balle au centre. Le Zoom, WhatsApp, c'est très bien. Ça doit être un moyen pour nous de faire évoluer nos manières de travailler. Mais ça ne doit pas être, de mon point de vue, rentrer dans un champ obligatoire en disant, voilà, vous allez faire 2 jours par semaine de télétravail et 3 jours de présentiel. Tout ça doit être mûri, doit faire preuve de bon sens, finalement, en fonction des uns et des autres. Je ne crois pas aux règles établies. Voilà, c'est juste en fonction des personnalités des uns et des autres, et aussi de la faculté qu'auront nos équipes à chacune des structures de pouvoir s'adapter ou non à ce nouveau mode de travail. Je pense qu'il va y avoir de gros chantiers un peu dans tous les secteurs sur ce mode d'organisation que nécessite cette façon d'arbitrer travail à distance et travail en présentiel, parce qu'on s'y est mis de toute façon, je dirais presque comme M. Jourdain, on a fait avec ce qu'on a pu. Mais à mon avis, il faudra quand même un peu réfléchir pour donner un peu de méthode et de structure à cette façon de travailler. Je pense que ça va être pour les dirigeants d'associations, Antoine, aussi le sujet, il est sujet un peu pragmatique, c'est-à-dire que comment demain, mais ça c'est l'IDAF pourrait d'ailleurs essayer y réfléchir. Comment déterminer le RTT, du télétravail, des vacances, tout ça se croise de plus en plus. Il va falloir certainement mettre un cadre plus précis et plus clair, il me semble. Je voudrais ajouter un point, c'est que du point de vue des salariés, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident d'être en télétravail. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de connexion, des problèmes au sein du logement, etc., qui rend le télétravail difficile. On l'a vu pendant le confinement où c'était devenu un peu une obligation de télétravailler et où, en fait, un certain nombre de salariés ont assez mal vécu tout ça. Par ailleurs, comme le montre l'enquête… On est d'accord, on va peut-être passer à la prochaine slide. Il y a juste un point. Le nouveau mode d'organisation de notre société autour de cette question du travail à distance. Et plus les outils technologiques vont devenir efficaces, peuvent te permettre de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, de l'Oculus qui va te permettre de voir les gens dans la pièce comme les hologrammes, etc. Je pense qu'on va vers quelque chose qui réinterrogera de toute façon la relation au travail dans tous les secteurs. Il est évident que prendre l'avion, faire un aller-retour à Genève ou prendre le train pour une réunion, c'est à mon avis quelque chose qui va être de plus en plus remis en cause, parce que ça se justifiera de moins en moins. Mais ça signifie aussi de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes de travail, et pour l'instant, tout ça n'est pas stabilisé. Je pense qu'on est en marche par rapport à ça, quoi. On peut peut-être passer aux dernières slides pour laisser encore la parole à nos auditeurs. Sur la question de l'organisation des méthodes de collecte, en fait, on a évidemment une majorité d'organisations dit qu'elles ont repensé et revu, ou en tout cas réinterrogé leur méthode de collecte. Ce qui est intéressant, c'est les 40% qui n'ont pas bougé sur leur base. Moi, il y a un sujet
qui m'intéresse beaucoup sur cette question de la collecte de fonds, c'est comment réagissent les gens qui sont en prélèvement automatique et qui, avant, pendant et après, ont quasiment pas bougé leur intention de don. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que l'élasticité du don est en général plutôt favorable à la hausse qu'à la baisse. On n'a pas connu depuis 25 ou 30 ans qu'on a des indicateurs d'effondrement incroyable de la collecte liée à une situation économique ou une crise quelconque. Même sur cette crise qui double une crise sanitaire sur nos territoires et une crise économique, c'est vrai que le système est résilient, quoi. Il résiste pour l'instant. Je ne sais pas si ce sera le cas à la rentrée de septembre. On est quand même impressionné par le fait que, globalement, en utilisant d'autres canaux de collecte par rapport à ceux qui sont bloqués, on arrive quand même malgré tout à mobiliser l'opinion publique. C'est-à-dire que si je ne peux pas faire du face-à-face dans la rue et du street marketing, je les appelle au téléphone. Si je ne peux pas envoyer de courrier, je les contacte via le digital. Et c'est vrai aussi que, entre guillemets, heureusement qu'on a pu avoir ces outils à disposition pendant cette période. On aurait cumulé un virus biologique et un virus informatique. À mon avis, là, l'histoire se racontait autrement. Alors, peut-être que sur cette question de la générosité, Anouchka, vous avez un exemple vraiment dans votre association? Oui, donc pour nous, comme on a quand même plus de la moitié de notre budget, de nos dons qui viennent de la générosité du public, c'est vrai que cette crise nous a beaucoup inquiétés au départ et on n'a absolument aucune visibilité sur les réactions des donateurs. Donc on a effectivement comme la chance d'avoir la moitié de nos donateurs qui sont en prélèvement automatique régulier. Et c'est vrai qu'ils sont par essence fidèles et on le constate encore aujourd'hui qu'on n'a pas eu d'impact sur ce type de dons liés à la crise, mais c'est vrai qu'on a quand même eu assez peur à l'époque. Après, on fait aussi de la collecte liée à des appels de dons pour des enfants qui sont opérés et comme là, pendant un moment, on ne pouvait plus opérer d'enfants. On a dû arrêter nos appels aux dons sur des pays étrangers et d'autre part, nous avons également dû complètement repenser notre stratégie un petit peu de collecte et marketing pour continuer à garder le lien avec nos donateurs. On avait vraiment peur de perdre le lien. Donc, donc, on a commencé à développer ce projet en France qui va être, je pense, un projet vraiment sur lequel on va s'impliquer, qui va progresser, où on a décidé d'aider en France. Donc, comme notre objet, c'est quand même la médecine et les enfants, on a développé un projet en France lié, alors bon, c'est plus l'ensemble de communautés marginalisées que des enfants eux-mêmes, mais là on va sans doute à plus axer ce projet sur les enfants qui vivent, qui sont déscolarisés, etc. Donc ça nous donne une nouvelle vision et en tout cas au niveau dons, nous avons donc fait une tentative d'appel aux dons sur ce projet France qui a eu un succès incroyable. Donc c'est vrai que notre collecte, ça nous a fait très peur sur le moment, n'a pas baissé. Et ça nous donne en plus un petit peu une nouvelle vision de notre mode d'action. Donc quand on parlait de stratégie, etc., c'est vrai qu'on va sans aucun doute développer plus de projets en France. Ouais. D'accord. Et on a, donc il y avait cette crainte de risque de baisse de dons et à l'inverse presque, je dirais, la Fondation Foch qui a fait une levée exceptionnelle. Et alors, on avait mis en place il y a 2 ans, on avait accéléré la digitalisation de la Fondation Foch pour l'hôpital. Et en fait, durant cette période, effectivement, on a pu collecter énormément en décuplant finalement nos actions. On avait déjà mis un module de don en place, on avait déjà refait le site, activé nos réseaux sociaux. Donc, on a vraiment décuplé nos actions sur l'ensemble de ces réseaux. Et effectivement, on a eu une générosité des donateurs, des patients d'hôpital de manière croissante. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que durant cette période, on a pu aussi acquérir de nouveaux donateurs qui n'étaient pas forcément des patients d'hôpital Foch, mais qui sont devenus des donateurs grâce à toutes nos actions de communication qui ont été liées, entre autres, au projet de recherche que menait l'hôpital.
et toutes les actions qu'on a menées au quotidien sur les réseaux sociaux. Donc, si moi, j'ai une chose à retenir de cette période-là, c'est vraiment l'idée que le tout numérique a plutôt bien fonctionné. Bon, évidemment, les opérations de marketing direct, c'est un peu compliqué durant ces 3 mois, mais j'ai été surpris par cet engouement. Et entre autres, sur un sujet, si je dois en sortir un, c'est sur les dons par SMS. On a fait une campagne par SMS non capée qui nous a permis de collecter quasiment 200 000 euros par ce biais-là, ce qui est, voilà, moi, je n'aurais pas parié du tout sur ce montant-là. Et voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. D'accord, merci. Antoine, peut-être pour conclure avant qu'on échange. On est quand même face à un public, alors c'est un panel un peu particulier, comme on l'a dit au début. On sent en fait un vrai contentement de ceux qu'on a interrogés sur la capacité d'avoir surrépondre à ce défi. Alors c'est peut-être aussi la raison pour laquelle un certain nombre de répondants ont voulu répondre, c'est qu'il y avait aussi une envie de s'exprimer. Quand on répond à un questionnaire, en général, on le fait pour essayer de s'évaluer. On répond à un questionnaire pour quelque part se raconter et s'évaluer par rapport aux autres. Donc je pense que ceux qui ont répondu avaient aussi peut-être à cœur de dire, finalement, face à cette épreuve, on a été en capacité de l'affronter avec peut-être des réussites plus ou moins brillantes. En tout cas, on a en face de nous un panel plutôt autosatisfait, en tout cas, de ce qui a été fait, et peut-être même une projection dans le futur assez optimiste. Alors, l'avenir nous dira ce qui nous est réservé, je pense, à la rentrée. Je pense que la rentrée de septembre va être intéressante à aborder. Mais en tout cas, on a l'impression, sur ce panel-là, qu'il y a une solidité à la fois presque psychologique et de vision sur le futur. Oui, on en parlait avec Jean-François et Isabelle, justement. Pas sûr pour nos associations qui sont plus dans la perspective. Ah, c'est très haché, Antoine, la connexion. Ah, Encore plus là. Voilà, on en parlait justement avec Isabelle Kyung et Jean-François Tchernia du CERFI, qu'en effet, ce panel concerne vraiment des associations qui ont répondu, qui sont plutôt optimistes, et on a pu voir un tas d'enquêtes dans le secteur surgir, mais on n'est pas sur la même cible. Et j'aurais aimé entendre Antoine Dubreuil justement sur ce que vous observez aussi de cet écosystème de l'ESS, puisque on pourrait se dire que vous accompagnez les entrepreneurs aussi à leur début, et on pourrait se dire que justement une telle crise, ça a pu créer de lourdes difficultés qui viendraient un peu contredire notre panel de répondants. Mais en fait, vous observez plutôt aussi un taux de sinistre et de défaillance en 2020 pas spécialement remarquable par rapport à d'autres années. Alors, c'est au mois de juin, pour le coup. Oui. On ne constate pas une évolution du taux de sinistre et même des situations tendues supérieures à ce qu'on peut constater sur les autres années. On n'a pas une dégradation. Tout ça est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est le système des banques de dire on fait des reports d'échéance, on gèle les encours et on fait ça pendant 6 mois. Pour le coup, de facto, on n'a rien à rembourser. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des montants colossaux qui ont été injectés, en fait, soit en termes de prêts avec le prêt de BPI France, garanti à hauteur de 80%. Enfin, il y a eu, voire 90%, et BPI France garantissait les banques aussi. Donc, pour le coup, il y a eu plutôt une réponse à la crise par soit des primes, dans la mesure du possible, et c'est très, très limité à certains secteurs, mais à des prêts. Je pense que sur 2020, on n'aura pas une dégradation des sinistres, nous, qu'on a en garantie ou en direct en prêt. En revanche, personnellement, je m'inquiète sur 2021, où il va falloir rembourser tous ces plans d'urgence, tous ces prêts.
Et ça va donner une nouvelle. Il n'y aura peut-être pas une deuxième vague du virus, mais en tout cas, il y a une deuxième vague de la situation économique un peu dégradée, parce qu'il va falloir restructurer toutes ces entreprises qui ont contracté des prêts. Même si les amortissements sont modulables, il va quand même falloir un jour commencer à rembourser. Et c'est pour ça que les solutions de renfort de fonds propres, quasi-fonds propres, va être très important dans les mois à venir pour pouvoir travailler sur l'après-crise, quoi. L'après-crise sanitaire, mais qui va devenir une crise économique en 2021, quoi. Voilà. Merci. On décale juste dans le temps, en fait. Je pense Oui. que c'est 2021 qui va être. Je ne voudrais pas être pessimiste et dire le monde ça va être une catastrophe, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts financiers en 2021. Peut-être que justement, Patrice, tu veux conclure avec une question d'ouverture, peut-être pour qu'on puisse lancer Oui, je pense les que discussions. les réponses à notre enquête, ça témoigne d'une bonne capacité de nos organisations, de vos organisations, qui ont su s'adapter. Je dirais, on dit souvent à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. On peut se demander si associations et fondations pourront pour autant amener dans les mois, les années qui viennent à se réinventer. Anouchka, j'aimerais bien avoir le témoignage d'Anouchka. Est-ce qu'il faut repenser international, développer des projets en France, relocaliser, etc. Anouchka, est-ce que tu pourrais nous répondre à ces quelques suggestions? Tout à fait. C'est exactement notre réflexion, puisque c'est une réflexion finalement assez profonde qui va sans doute nous faire évoluer dans notre stratégie, puisqu'effectivement, travailler dans la solidarité internationale en faisant des allers-retours en avion, des missions, etc., c'est quand même remis en cause. Donc, il faudra sans aucun doute effectivement renforcer nos équipes locales, même pas forcément avec des expatriés, puisque dans ces cas-là, on a dû les rapatrier justement, donc avec des équipes locales, tout notre système même de médecins bénévoles en mission pour former. On y réfléchit aussi parce que ça aurait du sens d'avoir des médecins locaux déjà formés et rémunérés qui puissent assurer une continuité sur place. Donc voilà pour ce qui en est de la partie en local. Et en ce qui concerne la France, effectivement, on avait déjà dans l'idée de développer plus de projets en France, mais la réflexion était assez compliquée. Et finalement, ça nous a mis un coup d'accélérateur, puisque on a déjà été beaucoup, on était très touchés parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations d'autres ONG, des EHPAD, des hôpitaux, donc on a eu déjà ce lien créé. Après, on a essayé effectivement d'aider dans la lutte contre le Covid auprès de ces fameuses populations marginalisées qui vivent en périphérie de Paris. Et quand on a vu le succès rencontré par cette initiative auprès de nos donateurs qui traditionnellement donnaient pour sauver des enfants à l'autre bout du monde et qui là était prêt à donner pour aider des familles en France, ça nous fait effectivement réfléchir. Et après, dans notre mode de collecte également, hein, tout ce qui est dit, en tout cas, ça nous fait repenser, sortir un petit peu d'un petit cocon avec nos habitudes. On est obligé de se remettre en cause, de se réinventer. C'est un petit peu le mot à la mode actuellement. Marie-Antoine, vous réinventez, vous avez des projets de collaboration avec une autre ONG, quels sont vos projets? Alors, se réinventer, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de voir avec qui on pourrait travailler justement pour répondre au mieux aux besoins qui sont survenus et qui, pour nous, étaient des fondamentaux. On est très axé sur les territoires, mais être encore plus local et repenser un peu la façon de faire, se réorganiser en termes d'organisation de travail, se repenser. Ça, on l'a vu et je pense que c'est pas fini encore, jusqu'à même le réaménagement des locaux. Et ensuite, en troisième point, c'est se réinventer en termes de modèle économique. On a toujours fait de l'hybridation des ressources
et ben, on va continuer à le faire. Donc, nous, une partie de notre ressources, c'est la partie épargne salariale qui vient alimenter nos dispositifs de prêt, d'intervention fonds propres, quasi fonds propres. De ce côté-là, il n'y a pas de souci parce qu'il y a vraiment, on parlait des citoyens qui ont envie d'agir sur les territoires, ça c'est bon. Et après, c'est comment on va revoir tout ce qui ne peut pas être financé par l'apport remboursable avec le système de subvention. Je pense que les subventions ont fortement diminué. Comment on fait de la garantie sans subvention? Je ne sais pas. Ok, parfait. Antoine, tu peux conclure? Écoute, non, enfin, Ou illustrer par l'exemple voilà. juste te dire que, enfin, on est à peine sorti de ce confinement depuis à peu près presque, enfin, un mois et demi. On est en permanence en interrogation de cette question enfin, nous qui sommes des collecteurs de fonds, c'est comment réinterroger notre modèle de collecte de fonds au service de nos clients. Et en fait, on est amené à être de plus en plus sur de la collecte à distance, quoi. C'est-à-dire que autant les questions de face à face, de collecte de gré à gré ou de collecte en collectif, en présentiel, étaient une évidence il y a encore quelques mois. Bah, là, je pense qu'il faut vraiment réinterroger tout le système et on part vraiment sur de nouveaux chantiers qui étaient pour nous inédits jusqu'à maintenant et sur lesquels on va effectivement se renforcer. Et la Good Week que nous organisons, lors de la Good Week de septembre, on pourra vous annoncer différents sujets sur lesquels nous allons pousser en fait notre offre. Mais je ne peux pas le dire maintenant, quand même, sinon je dévoile tous nos secrets. Merci à tous. Oui. Je ne vois pas de questions en particulier parmi les participants. Vous avez encore 2 minutes si vous avez quelque chose à dire. Isabelle, Corinne, si vous voulez ajouter quelque chose, sentez-vous libre. Jean-François. Oui. Il y a eu une question sur les slides qui étaient envoyés. Alors, ah oui, pardon. Oui, bien sûr, les slides seront envoyés. La présentation sera envoyée à tout le monde, ainsi que le replay. D'accord. Voilà, et j'ai une autre question qui arrive. Et voilà. Non, je peux peut-être juste dire, parce qu'il y a une chose que je peux évoquer, c'est que nous allons, comme d'autres, renforcer par exemple les opérations à distance. Et nous avons organisé et lancé hier soir, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, une vente aux enchères online pour une de nos associations avec la plateforme Draw. Je vous recommande d'aller voir de très très belles œuvres qui sont en vente aux enchères. C'est noté. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler que nous avons, puisque c'est le même sujet d'ailleurs, un webinaire demain sur les risques fiscaux de la solidarité. C'est-à-dire que tous l'élan de générosité qu'a connu justement le secteur dans ce contexte de Covid amène des questions sur l'émission de reçus fiscaux, sur des cas particuliers, et notamment les ventes aux enchères. Est-ce que vous êtes éligible? Enfin, est-ce que vous pouvez vous permettre d'en émettre? Donc, c'est un des sujets qui sera traité demain. Donc, il vous reste encore un peu de temps pour vous inscrire. Ce sera demain matin à 9h, donc avec un avocat de FIDAL et la fondation APHP, de l'APHP, qui viendra un peu témoigner et illustrer 5 cas concrets avec des points de vigilance sur l'émission de reçus fiscaux. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre demain. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Antoine. Moi, je dois vous quitter, les amis. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu des questions-réponses et de ces échanges. C'est un plaisir pour nous et on vous donne rendez-vous très vite. À bientôt. Merci. Au revoir, bonne fin de journée à tous. Bien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.